Voilà, donc j'avais un petit problème de micro, donc le son va peut-être changer un peu, excusez-moi. Bon, donc là, petite, avant de faire la question, quelque chose qui me rappelle un morceau du cours intéressant, c'est comment faire la liste de tous les diviseurs. Donc par exemple, dans ce cas-là, vous avez P13, Q7, on peut utiliser un arbre. Donc comment on fait? Bah écoutez, un diviseur, c'est quelque chose qui va être composé de tous les de facteurs que vous ne trouvez que dans P. C'est-à-dire qu'un diviseur de P ne va contenir que des facteurs P ou des facteurs Q, puisqu'ils sont premiers ici. Au maximum, vous aurez 13 facteurs P et 7 facteurs Q. Voilà. Alors les possibilités, ben, c'est simple. Dans votre nombre, vous aurez entre 1 et 13 facteurs P, c'est-à-dire pour les puissances de P, vous aurez une puissance entre P0 qui donne 1 jusqu'à P13. Le plus grand, évidemment, étant P puissance 13. Ensuite, vous pouvez lui rajouter un facteur contenant des puissances du nombre Q, le deuxième nombre premier. Voilà. Dans l'arbre, ça veut dire qu'au bout de chacun des 14 premiers chemins, donc 13 plus 1, vous aurez 8 possibilités. Les 8 puissances différences de Q que vous allez ajouter. Comme ça, multiplier. C'est un arbre multiplicatif. Donc, au bout de chaque chemin, vous trouverez un diviseur différent, puisque la puissance de P et la puissance de Q seront différentes. Et on a dit dans le chapitre que les nombres avaient une écriture unique à l'ordre près, l'ordre des facteurs près. Donc vous avez une liste de tous les diviseurs, toutes différentes. Et donc si vous voulez compter, ben, c'est très simple. Ça va faire 14 fois 7 plus 1, donc 14 fois 8. Et c'est le cas, c'est une propriété du cours. Je prends un deuxième exemple rapide. Si vous prenez par exemple qui s'écrit 2 puissance alpha, 3 puissance bêta, 5 puissance gamma, le cardinal, c'est-à-dire le nombre, en maths cardinal, c'est quand on dénombre un ensemble, le cardinal des diviseurs de ce nombre, nombre que j'appelle n, ça sera donc, vous avez alpha comme puissance de 2, donc vous aurez alpha plus un choix pour les puissances de 2, de 0 jusqu'à alpha. Ensuite, vous aurez dans votre arbre bêta plus une possibilité pour 3. Et pour la puissance de 5, vous aurez gamma plus une possibilité. Donc ça vous fait comme ça facilement le nombre diviseur, ça permet de ne pas en oublier. Donc ici, vous aurez donc 8 fois 14, c'est-à-dire 112 diviseurs. Donc on ne va pas vous demander de faire la liste. Ça serait beaucoup trop long. Voilà, la question suivante, la 5A, je pense assez difficile parce qu'il va falloir vraiment bien rédiger. Question qui a l'air... Bon, le contenu est... Finalement, c'est le cours sur les nombres premiers, la décomposition unique avec des puissances de nombres premiers. Mais à rédiger, pour des élèves, c'est sincèrement une question difficile. Donc, il y a deux sens. Déjà, c'est une équivalence. Si et seulement si, vous avez du orange à vert ou du vert à orange. J'ai mis des couleurs sur le texte, ici. Donc, il y a un sens qui est plus simple à rédiger, c'est le sens vert-orange, c'est-à-dire de droite à gauche. Alors, il suffit juste d'écrire P13Q7 donc, sous la forme, ici, on enlève S plus S, là, et on sépare en 4. Ce qui fait que vous refabriquez ici PSQT à l'intérieur de P13Q7. Alors vous pouvez, parce que, je l'indique ici, comme S est plus petit que 13 et T plus petit que 7, j'ai oublié un moins, vous allez avoir ici en fait 4 nombres entiers. Alors si vous voulez, je vous fais un exemple avec des lettres par exemple. C'est comme si vous écriviez que P13Q7 est égal par exemple à P8 Q3, et là vous compensez pour aller à 13, donc P5 Q4. Voilà, c'est-à-dire que vous avez, c'est comme si ça c'était notre M, et vous avez réussi à le sortir, et il vous reste à compenser par avoir 13 et 7 comme somme totale. Alors c'est évident, parce que pour des élèves ici, il y a S et T, c'est des soustractions, il y a 13 moins S, mais l'idée c'est ça, c'est comme S et T sont plus petits que 13 et 7, on va pouvoir, comme ça, sortir un PS et un QT en facteur devant avec un nombre entier, c'est très important. Je pense que la lettre la plus importante ici, c'est cet endroit. Vraiment montrer cette partie ici est bien un nombre entier. Conséquence, à un nombre entier qui multiplie, c'est n. Et bien forcément, on va en déduire que m divise n. D'accord, ça c'est ici, vous retrouvez m, et là vous retrouvez n. Donc vous avez bien
que n, non c'est m qui divise n. Voilà. Pas évident. Maintenant, le deuxième sens est encore moins évident, c'est un jeu sur les puissances, les divisions. Voilà, voilà, la démonstration est pas facile, hein, donc on va s'attaquer du côté orange jusqu'au vert, avec mes couleurs là, que j'ai indiquées. Donc le point de départ c'est donc m divise n, et comme on s'intéresse donc à la décomposition, on va prendre r, un facteur premier de m, ici, un quelconque. Donc comme m divise n, on en déduit que ce facteur premier divise lui aussi n, c'est normal. Donc R divise P13Q7 puisque N égale P13Q7. Alors là, on va faire deux hypothèses. Soit R divise donc P, soit il divise Q. C'est un peu l'idée. Donc nos premières hypothèses, on suppose que R est premier avec P. Donc qu'est-ce qu'on a? On va montrer déjà que R est premier aussi avec P puissance 13. C'est évident pour certains, mais je quand même. La démonstration vaut le coup. Alors comment faire? On regarde le PGCD de R et de P13. Il est forcément inclus dans la liste des diviseurs de P13, c'est-à-dire comme P premier c'est 1, P, P2 jusqu'à P13, les puissances de P. Et il est aussi inclus dans la liste des diviseurs de R, c'est-à-dire 1R. Et comme R et P sont premiers, vous pouvez voir que la seule intersection possible entre ces deux listes de diviseurs, c'est 1. Donc on peut en déduire une propriété. Si R et P sont premiers entre eux, alors R est premier avec toutes les puissances de P. Voilà. Donc maintenant on peut utiliser le théorème de Gauss sur la partie R divise P13Q7. Comme R et P13 sont premiers entre eux et que R divise P13Q7, d'après le théorème de Gauss, R divise Q7. Voilà. Et on en déduit, en regardant la liste des diviseurs de Q7, qui est 1Q, Q2 jusqu'à Q7, que dans cette liste, le seul facteur premier, c'est Q, donc forcément R va être ce facteur premier, puisqu'on cherche un diviseur de Q7 premier, donc c'est Q. Donc on vient d'en déduire que si R et P étaient premiers entre eux, R était donc Q. Maintenant on va faire la deuxième étape. Donc maintenant supposons supposons que R et P ne sont pas premiers entre eux. Alors on fait la liste des diviseurs de R. Comme R est premier, il a deux diviseurs 1 et R. Comme P est premier, il a deux diviseurs 1 et P. Voilà. Donc quel est le PGCD de RP? Comme ils sont non premiers, ça ne peut pas être 1. Donc c'est forcément l'autre. Donc le PGCD de R et P, c'est forcément R et P. Donc R égale P. Voilà, on en vient de déduire que M s'écrivait, les seuls facteurs premiers dans M, c'est donc des facteurs P et des facteurs Q. Vous avez donc M qui s'écrit comme P puissance quelque chose multiplié par Q puissance quelque chose avec des puissances entières positives. Voilà. Il reste à montrer maintenant que ces puissances sont entre 0 et 13 et 0 et 7. C'est pas fini. Voilà, donc la suite. Donc on en a M égale PSQT. Donc notre point de départ, c'est M divise N. Donc PSQT divise P puissance 13, Q puissance 7. Voilà. Donc forcément, PS divise P puissance 16 va diviser P13, Q7. Et comme PQ sont premiers, P puissance 16 et Q puissance 7 sont premiers entre eux. Ils ne peuvent pas avoir de diviseur commun, il suffit de regarder les listes. Seul commun, ça sera 1. Donc ils sont premiers entre eux, quelles que soient les puissances d'ailleurs. On applique le théorème de Gauss. PS est premier avec Q7, donc PS divise P13. Et là c'est évident. Ça veut dire que la puissance S est plus petite que 13. On en déduit que S est inférieur ou égal à 13. De la même façon, on montrerait, en étudiant Q puissance T, que Q puissance T divise P13 Q7, et comme QT et P13 sont premiers entre eux, on a déduit que Q puissance T, je l'écris là, Q puissance T divise Q7. Et donc T va être inférieur ou égal à 7. On a fini, on a bien montré que S était positif inférieur à 13, inférieur ou égal à 13, et T était positif inférieur ou égal à 7. Voilà, une question quand même très difficile pour des élèves à rédiger. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu suivi. Mais bon, dans une épreuve de bac, c'est presque un petit peu trop exigeant. Alors pour la dernière question, il faut réussir à faire la liste exhaustive de tous les diviseurs de P13Q7. Donc comme il n'y a que deux facteurs, on peut présenter ça sous forme d'un tableau, plutôt qu'un arbre. Donc dans la première colonne, je vais indiquer tous les facteurs
tous les diviseurs de n qui ne contiennent pas la lettre Q, le facteur Q. Ensuite, je vais indiquer tout, dans la deuxième colonne, tous les facteurs qui contiennent une fois le facteur Q et le facteur P à toutes ses puissances différentes. Donc j'ai 14 lignes. Ensuite, si je dois continuer, je ferai une colonne avec tous donc les nombres qui contiennent Q à la puissance 2 et toutes les puissances différentes de P, c'est-à-dire 1Q2, PQ2, P2Q2, P3Q2, P4Q2, etc. jusqu'à P13Q2. Voilà. La ligne suivante, ça sera la ligne qui contient tous les facteurs qui contiennent Q à la puissance 3, donc vous aurez comme ça toute une liste. Après, tous ceux qui contiennent Q puissance 4, etc. jusqu'à ceux qui contiennent Q puissance 7, donc la dernière colonne, ça donne 1Q7, PQ7, P2Q7, voilà, jusqu'à P13Q7. Vous pouvez remarquer, c'est un tableau qui contient, donc il y a 8 lignes, 14 colonnes, donc on a bien 8 fois 14 diviseurs. Si on doit faire la liste, il faut ajouter ça de façon un petit peu subtile. On va regarder par colonne, vous voyez, on peut factoriser à chaque fois par la puissance de Q. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, donc vous voyez, je vais faire la somme par colonne. Ici, donc je vais regarder la première colonne, j'additionne tout, j'ai la somme de tous les nombres, toutes les puissances de P de 1 à 13. Maintenant, je vais prendre une autre couleur, par exemple en vert. Donc je vais additionner toute cette colonne. Qu'est-ce que je remarque? À chaque fois, vous avez comme ça un facteur commun, la lettre Q. Donc je la mets en facteur ici. Et comme dans la parenthèse, qu'est-ce que j'aurai? Vous remarquez, j'ai 1 plus P, plus P2, plus P3, plus P4, etc. jusqu'à P13. Donc j'ai une deuxième fois la même somme. D'accord? Ça correspond à la colonne ici. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore saisi, je prends une troisième couleur et je regarde la troisième colonne. Dans cette colonne, je trouve tous les diviseurs qui ont la puissance Q2. Vous voyez? Donc on va pouvoir factoriser par Q2. C'est ce que je fais ici. Dans la parenthèse, vous trouverez, eh bien, encore une fois, toutes les différentes puissances de P qui s'ajoutent. Voilà. Et si vous avez compris, on fait ça pour Q3, Q4, Q5, Q6 et même la dernière Q7 que je fais pour le plaisir. Donc vous voyez, j'ai bien Q7 en facteur ici à chaque fois et devant j'ai toutes les puissances de P de 1 jusqu'à 13. Voilà. Et donc j'obtiens une somme évidemment longue dans lesquelles vous avez par contre un facteur commun. Ce facteur commun, c'est cette somme de 1 à P13. Donc on va factoriser, je la mets en couleur. C'est donc, vous aurez 1P plus P2 plus P3 plus P4 jusqu'à P13. Quand vous factorisez, vous aurez une deuxième parenthèse, un facteur qui contient, lui, et c'est étonnant, ici le facteur 1 pour la première, mais vous aurez Q, pour le deuxième terme ici, vous aurez un Q2 qui vient d'ici, plus Q2. Vous aurez Q3 qui vient du quatrième terme, Q4, Q5, et le dernier sera le Q7, voilà, que vous avez ici. Voilà, on a presque fini. Vous devez remarquer que dans chaque parenthèse apparaît une somme de termes de suite géométrique. Je les ai réécrites en haut. Voilà. Les deux raisons P et Q sont différentes de 1. Donc dans la première, vous avez 14 termes. On va de la puissance 0 à la puissance 13, donc 14 termes. Et dans la deuxième, on va de la puissance 0, 1, jusqu'à Q7, donc on a 8 termes. Donc vous avez 1 moins Q8 sur 1 moins Q, et on retrouve exactement là ce qu'on nous demandait de démontrer en question 5b. Voilà, donc pour conclure, je dirais que c'est un sujet un peu difficile sur la fin, c'est-à-dire que les deux dernières questions sont vraiment très difficiles. La 5a, c'est très difficile à rédiger. En fait, la plupart des élèves vont se contenter de dire des banalités sur les nombres premiers, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et la question 5b est techniquement, je dirais, très jolie, vraiment. Mais il faut penser à faire un tableau clair de tous les diviseurs et à factoriser par ces sommes de termes de suite géométrique. Donc voilà. Certains doivent regarder ça en se disant « Ouh là là, je n'y arriverai pas ». Bon, tous les problèmes n'ont pas comme ça des questions difficiles à ce point-là. Mais c'est toujours intéressant à la maison d'y réfléchir. Ça permet d'abord de réviser les sommes de termes de suite géométrique. Et ensuite, ça permet de faire des calculs un peu lourds qui préparent parfois des sujets plus faciles. Bon.
en espérant qu'il soit plus facile. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.